remercier, comme il se doit, Olivier Garrigue, qui dirige la Fédération régionale des travaux publics, grâce auquel on est accueillis dans ce bel amphithéâtre. Remercier Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris, qui représente la métropole du Grand Paris, de même que Quentin Gézel tout à l'heure et que Nathalie Von Schur, partenaire institutionnel de ces assises du Grand Paris. Remercier tous nos partenaires, pas individuellement parce qu'ils sont trop nombreux. Vous dire qu'on est ravis du succès de ce cycle qu'on a inventé cette année avec la métropole du Grand Paris, qui vise à essayer d'aboutir à un livre blanc du Grand Paris le 14 novembre prochain, qui compilera des propositions constructives pour faire avancer les dossiers dans un contexte que tout le monde connaît, qui est celui de l'urgence climatique, avec des propositions les plus concrètes, on en parlait aussi à l'instant, possible. Je pensais à la métaphore de Jacques Chirac sur la maison qui brûle et le fait qu'on regarde ailleurs, et quand la maison brûle, finalement, on ne se demande pas comment on réforme le règlement de copropriété, mais on cherche où est l'extincteur et qui sait s'en servir. Et du coup, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes, c'est-à-dire d'essayer de formuler des propositions pragmatiques pour faire avancer les choses. Voilà, merci encore, et je sais donc 3 tables rondes ce matin. La première, qui va commencer dans quelques instants, animée par Fabienne Proux, rédactrice en chef déléguée du Journal du Grand Paris, sur les problématiques d'aménagement, tout à fait essentielles à l'heure du ZAN, etc. La deuxième table ronde sur l'héritage des JO, et la troisième sur les enjeux de l'eau. Tout ça avec le chapeau, chère Fabienne, de la décarbonation, avec ce sous-titre que nous avons inventé qui consiste à expliquer, accélérer et réenchanter les transitions. Fabienne, je te cède la parole. Bonne matinée. Merci Jacques. Bonjour à tous. Donc nous allons démarrer cette matinée en parlant d'aménagement. Sur la thématique de l'aménagement, voilà, comment bâtir une ville désirable à l'heure du ZAN. Alors un choix un peu peut-être ambitieux et peut-être pas très compréhensible, mais que Maud Cobet, qui est donc architecte et qui est la garante de notre club aménagement, va nous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi ce thème. Donc Maud, je t'invite à nous rejoindre pour l'introduction, ainsi que Cécile Diguet, donc de l'Institut Paris Région, qui va nous faire un cadrage régional sur donc, notamment le recyclage urbain. Mon métier c'est d'être architecte, et je considère extrêmement important que le métier de l'architecture soit représenté aujourd'hui, parce qu'on va parler quand même de la ville d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Donc merci pour l'invitation. Modératrice, donc c'est un rôle que j'ai pas l'habitude de faire, parce qu'en général on est assez engagé dans notre travail au quotidien, vous devez le savoir, mais très heureuse encore une fois. Donc l'idée, pourquoi on a proposé ce projet-là, en fait c'est une thématique qui va réunir tous les paradoxes auxquels on fait face. Comment on va réconcilier la nature et l'architecture, le bâti, comment on va réconcilier la densité et l'acceptabilité vis-à-vis des familles dont on sait qu'elles évoluent de plus en plus, l'acceptabilité des élus également qui représentent la population, qui a envie de nature et en même temps qui a envie de densité. Et puis réconcilier également tous nos métiers qui sont les gens qui travaillent dans le grand public, les gens qui travaillent dans la collectivité, les gens qui travaillent dans la promotion immobilière, et puis nous les architectes, et les artisans, et les menuisiers, et les charpentiers, et les bétonneux, etc. etc. Donc comment on va essayer de réconcilier tous ce beau monde, et on sait qu'on pourra y arriver si on commence à décloisonner nos pratiques. Donc là, je considère que l'architecture doit être aussi remise en question, mais pas que, vous tous, nous tous. Voilà. Donc c'est pas facile, mais en tout cas, je trouve que c'est un challenge qui nous oblige, et on va le faire pour nous, et on va le faire pour nos enfants, et on va le faire avec beaucoup de sincérité. Parfois on peut faire des gaffes, parfois on peut dire des bêtises, mais je pense qu'aujourd'hui il faut dire les choses, et puis après on va rentrer à la maison, on va se dire mince, j'aurais dû dire ça. Le plus important, c'est qu'on engage quelque chose, et qu'on y aille avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur, et beaucoup de sincérité. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Cécile, à moi cette fois. Donc, juste aussi pour me présenter, donc je suis Cécile Diguet, je dirige le département urbanisme, aménagement et territoire à l'Institut Paris Région. Et à l'Institut, on observe évidemment l'évolution de l'Île-de-France de très près. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec un chiffre, cette question, on va dire, du recyclage urbain. C'est qu'entre 2012 et 2021, c'est à peu près la surface de Paris, 103 km²,
qui a changé d'usage. Donc la dynamique, évidemment, elle est requestionnée par Lausanne, mais elle est déjà là. La dynamique de transformation des tissus urbains, elle est déjà assez importante. Et par exemple, plus précisément, chaque année, depuis 2012, ce sont 6000 logements collectifs qui sont construits à la place de l'habitat individuel. Donc voilà, on sait que ça bouge beaucoup. Et qu'évidemment, derrière, il y a toutes ces questions de conciliation avec les questions de nature en ville. Sur la nature en ville et de densité, puisque ce qu'on a aussi observé, c'est que on a dans la petite couronne, depuis une dizaine d'années aussi, un doublement du nombre de logements par opération. Donc on a vraiment une dynamique très forte de densification. Et en revanche, nous on se pose des questions sur les questions de mixité. Alors c'est un chiffre partiel, hein, mais ce qu'on a regardé, c'est que sur les 6000 logements collectifs qui sortent par an, seulement 17% comportent un local d'activité ou un local économique. Donc évidemment, c'est à l'échelle du bâtiment, à l'échelle des quartiers, ça peut être différent. Mais cette question de la mixité, on le sait, dans l'architecture, parfois c'est compliqué, ou avec la promotion, c'est compliqué de développer des projets avec la mixité à l'échelle du bâtiment. Ça crée plein de questions. Donc voilà, c'était juste quelques chiffres. Ensuite, je voulais juste évoquer aussi quelques leviers. Alors, c'est des leviers qui me semblent importants parmi d'autres. Évidemment, ça n'est pas exhaustif. Au-dessus, vous avez le fort de Blainvilliers, qui est voilà, un projet notamment de Grand Paris Aménagement, mais pour dire que les friches en Ile-de-France, donc nous à l'Institut on travaille aussi beaucoup, on a un observateur des friches sur ce sujet, sont à un potentiel très fort de transformation. On a aujourd'hui 2600, nous on a repéré 2675 friches qui représentent 3450 hectares sur l'Île-de-France. Évidemment, chacune sont différentes, chacune a ses spécificités. Certaines doivent rester des réserves de biodiversité, d'autres doivent trouver un équilibre entre construction de différents usages. Donc il faut, enfin, ce trésor, on va dire foncier, doit être évidemment transformé avec soin. Pour moi, le deuxième levier, ce sont les questions de renaturation. Et je voulais juste vous montrer cette carte interactive que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut, qui montre en fait les secteurs avec un fort potentiel de renaturation. Aujourd'hui, on a, on va dire, différents degrés quand on parle de retour de la nature en ville. On a parfois des initiatives qui sont très, vous savez, greenwashing, hein, un mur vert, voilà. Et on a en revanche à l'autre bout du spectre la renaturation, donc qui est vraiment restaurer la fonctionnalité des sols pour absorber l'eau, pour stocker du carbone, pour rafraîchir. Et voilà, cet outil, hein, nous on est vraiment là pour ça à l'Institut aussi, un outil pour accompagner les territoires est vraiment utile. Évidemment, c'est pour on va dire, dégrossir le sujet. Derrière, il y a tout un travail des architectes, des paysagistes, des écologues pour aller plus loin. Un troisième levier, je vais vous en parler rapidement, mais c'est aussi pouvoir penser des projets à des échelles interterritoriales, intercommunales, enfin, entre intercommunalités. Ici, je vous montre ce plan qui est très pixelisé, c'est très étonnant, qui est en fait, donc nous on travaille sur le programme qui s'appelle Projet pilote pour une métropole nature. Et donc ici vous voyez le projet des 3 plateaux de l'Est parisien, dont peut-être vous connaissez un des maillons qui est le parc des Hauteurs sur Est Ensemble. Et on travaille aussi au nord sur le parc des Trois-Rivières, la Vieille Mer, le Petit Rhône et le Crou, donc à l'interface entre le 93 et le 95. Et simplement pour dire que sur justement l'équilibre entre densité et nature, il faut pouvoir promouvoir ces projets qui sont plus compliqués à porter, parce qu'ils ne sont pas à l'échelle d'une interco, ils ne sont pas à l'échelle d'une commune, et donc il y a des collectifs d'acteurs qui sont à consolider. C'est ce à quoi nous employons. Pour finir, puisque je fais un petit cadrage rapide, je voulais simplement revenir sur quelques enjeux. L'enjeu de la mixité que j'ai cité tout au début, hein, peut-être que certains d'entre vous connaissent mes travaux sur l'urbanisme transitoire, mais cette question-là, pour moi, elle n'est pas anecdotique. C'est qu'aujourd'hui, pour faire de la mixité, il y a une façon de faire du projet, faire de la programmation ouverte, faire des permanences architecturales ou de l'urbanisme transitoire. Ça permet, sur des sites, sur des friches où il se passe déjà des choses, où il y a déjà un bâti existant, de déceler les potentiels plutôt que de, on va dire, partir de zéro ou se fonder uniquement sur une étude de marché. Donc l'idée, c'est de tester aussi les besoins localement. Donc moi, je pense que là, il y a quelque chose de très important. Une autre tendance qui, on va dire, est amorcée,
mais qui doit se poursuivre, c'est que dans les équipes de maîtrise d'œuvre, on est au centre en fait des projets, les paysagistes, aux côtés des architectes et des urbanistes bientôt, bien sûr, mais paysagistes et écologues, qui soient là non pas comme des cautions pour des projets, mais qui vraiment fondent des projets. Troisième sujet, et c'est qui correspond un peu aux friches, c'est bizarre. Bon. Passons. Troisième sujet, juste rapidement, c'est les questions de pollution des sols. Là, on est plus sur les points durs. Aujourd'hui, certains projets sont bloqués puisqu'on n'a pas eu une évaluation toujours très honnête des questions de pollution. Donc c'est vraiment un sujet important, un sujet qui pèse sur les bilans évidemment, mais on a différentes façons de faire, des projets de phytorémédiation existent aussi. Et enfin, et pour conclure, je pense qu'il faut ne pas se perdre et se noyer dans la logique comptable du ZAN. Le ZAN, c'est très important et c'est nécessaire. Comme il y a eu la loi SRU et les 20%, ça a permis d'avoir plus de logement social. Eh bien, d'une certaine façon, le ZAN donne un cap. Évidemment, c'est compliqué, mais ce qui compte, c'est avant tout la qualité aussi. La qualité des projets, la qualité architecturale et la qualité du vécu. On sait que les logements sont de plus en plus petits. On sait que voilà, il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui qui est fait pour avoir plus de logements traversants, plus de logements avec des balcons. Mais voilà, il faut poursuivre cette dynamique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Cécile pour ce cadrage très précis et qui aborde bien les thématiques que nous allons développer. Donc avec cette table ronde, je veux bien le... Voilà. Ah, ça va pas être facile. Ceci dit, donc j'appelle, si vous voulez bien, pour donc cette table ronde. Donc, Maud, tu restes avec nous. Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris. José Ramos va nous rejoindre dans quelques minutes. Il est là. Président de la FRTP Île-de-France, qui nous accueille aujourd'hui. Soraya Amrioui, directrice générale adjointe de l'aménagement de Grand Paris Aménagement. Guillaume Terraillot, directeur général adjoint en charge du pôle stratégie et ressources de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Marion Delègue, avocat associé chez La Tournerie Wolfram Avocat, et Grégory Dutertre. Donc en fait, ils m'ont mis un fauteuil, c'est pas grave. Grégory Dutertre, directrice du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ce thème de comment bâtir une ville désirable à l'heure du ZAN, on va le développer dans deux sous-thématiques. Avec d'une part, donc on va d'abord faire constat et enjeu, et ensuite voir les premières ébauches de recommandations que l'on a commencé à étudier tous ensemble. Je prends mon petit papier. Marion Delègue, on va commencer avec vous si vous voulez bien, parce que vous m'expliquez quand on a commencé à travailler en groupe de travail, vous étiez très sollicité par vos clients sur le ZAN, qui est donc hyper théorique. Et qui va entraîner un changement de paradigme très important. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont ces interrogations et en quoi consiste ce changement de paradigme? Oui, bonjour à tous, merci. Donc effectivement, alors nous en tant qu'avocats, on est plutôt des accompagnants, évidemment, accompagnants des projets. On est là pour expliciter, traduire, rassurer, et puis s'assurer de la faisabilité. Donc c'est vrai que ce ZAN, comme ça a déjà été dit juste auparavant, il intervient dans une évolution évidemment déjà entamée, et il peut représenter effectivement un changement de paradigme, mais peut-être pas à lui seul, enfin il fait partie d'une évolution, où on passe effectivement d'une logique de construction d'hypercroissance fondée sur l'extension urbaine, vers une réflexion sur l'économie des sols et évidemment l'objectif en 2050 de l'absence d'artificialisation nette. Donc pour les opérateurs, ça représente un changement de dimension. Pour les collectivités territoriales aussi, toute une évolution dans l'accompagnement, dans la gestion des territoires. Pour la plupart de nos clients, que ce soit des opérateurs publics, des propriétaires fonciers, des aménageurs et des collectivités territoriales, ou des opérateurs privés, bon, en réalité, ils sont tous engagés et déjà très au fait de ces questions et responsables dans une logique d'adaptabilité.
Donc le droit est rarement en avance sur ces sujets, il est plutôt en suivi de mouvement pour le réguler. Et donc notre rôle à nous, c'est à ce moment-là effectivement de les accompagner sur ces évolutions et de les aider à faire. Donc aujourd'hui, les clients, les opérateurs, vous tous, c'est comment est-ce qu'on bâtit en réversible, comment est-ce qu'on conçoit ou on prévoit des bâtiments qui peuvent changer. Alors c'est quand même pas que du juridique, c'est beaucoup du technique, je remets le droit à sa place. Mais bon, le droit est prêt à ça, il y a vraiment une... Eh bien, aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de trouver des interstices, des innovations. Donc, vous avez entendu parler notamment du permis d'innover réversible, qui a été accordé la semaine dernière. Donc, c'est évidemment des expérimentations et comme des lanceurs d'alerte pour essayer de réfléchir à changer les dispositifs. Il y a aussi évidemment beaucoup de questions sur la mixité, comment est-ce qu'on crée de la mixité dans des anciennes zones d'aménagement économique, comment est-ce qu'on réfléchit à ces mixités-là, ou comment est-ce qu'on valorise aussi la sous-construction ou la construction verte, comment est-ce qu'on donne une valeur à ces externalités positives auxquelles on est liées à la renaturation dans la ville. Les économies de carbone, est-ce qu'on doit passer par des quotas de CO2, de la fiscalité adaptée? Voilà, c'est tous les sujets sur lesquels on est amené à réfléchir dans ce métier d'avocat en accompagnement de cette logique de ZAN. Alors justement, Soraya Amrioui, vous dites que il y a un nouveau paradigme avec le ZAN, mais que les outils réglementaires existants ne sont plus adaptés eux-mêmes. Donc comment fait-on pour avancer sur cette réglementation? Merci, bonjour à tous. Je voudrais peut-être revenir juste avant de passer effectivement aux enjeux réglementaires qui sont importants sur le constat que je dresse en tant que représentante d'un établissement public d'aménagement qui est confronté évidemment à la mise en œuvre de la ZAN aujourd'hui. D'abord dans le rapport finalement au projet, au choix des projets, la ZAN, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas que de la compta. En tout cas, plus que la ZAN, ce qui, de mon point de vue aujourd'hui, est en train de changer notre façon de voir les projets d'aménagement, c'est que la priorité, peut-être tout à l'heure, les élus présents autour de cette table ronde diront la même chose ou l'inverse, je ne sais pas, mais la priorité est donnée à la réparation, au sens au règlement de difficultés existantes sur un territoire. Le logement, en tant que tel, est un enjeu important, mais insuffisant à motiver la réalisation d'un projet. En revanche, participer à régler une difficulté à réparer une fracture territoriale, un enclavement, une friche existante, un tissu pavillonnaire vieillissant, un centre-ville déqualifié, est quelque chose qui va motiver une puissance publique à engager un projet d'aménagement. Et à ce titre, la ZAN vient finalement rejoindre des enjeux qui sont aujourd'hui portés par un certain nombre de responsables politiques. Est-ce qu'on peut dire que le ZAN fixe un objectif et qu'après, on doit adapter cet objectif avec ce dont vous venez de... Je pense qu'aujourd'hui, la ZAN, c'est une impulsion politique qui est donnée pour nous dire à tous d'être attentifs à préserver l'existant, à préserver la nature telle qu'elle est, à préserver la biodiversité, à protéger les sols, puisque si on regarde l'Île-de-France aujourd'hui, qui intervenons beaucoup sur des espaces en recyclage foncier, nos sols sont très abîmés, et donc il faut qu'on évite d'amplifier cet effet, qu'on répare ce qu'on a déjà abîmé, et donc évidemment, ensuite, la répartition de la ZAN par territoire, ça c'est une affaire extrêmement compliquée. La région y travaille en ce moment même avec le nouveau SDRIF. C'est quelque chose qui va se jouer à long terme. Moi, je ne crois pas que dès 2024, on saura exactement où il faut construire, où il ne faut pas construire. Et c'est pas grave, en fait. Il faudra qu'on s'adapte collectivement et qu'on raisonne à l'échelle du projet à la fin. Il y a de la planification qui donne une impulsion. Et puis, il y a l'échelle locale qui, en réalité, sait où sont les bons territoires où il faut construire, où il faut faire des projets, et où ça n'a pas de sens, ça ne fait plus sens pour la population, ça ne fait pas sens pour ses représentants. Mais enfin, tout ça a quand même derrière des conséquences financières, il ne faut pas se leurrer. C'est un univers aujourd'hui, l'univers de l'aménagement de la politique de la ville, du développement territorial, qui est difficilement financé à toutes les échelles en réalité. Et donc plus on va aller sur des fonciers complexes, sur du recyclage, plus les marges de manœuvre financières dont on dispose vont être faibles, tout simplement parce que le poids du foncier augmente dans les bilans, que ce soit les bilans d'aménagement ou les bilans de promotion, et puis également les coûts liés à la mise en état des sols, à la mise en état des bâtiments,
si on est dans cette perspective de préservation et de recyclage. C'est aussi tous les enjeux de formation des personnels, de compétences, d'expertise, où on doit collectivement gagner en savoir-faire. Et je parle également pour les aménageurs. On a des pratiques historiques également de construire dans des zones avec peu de population, avec peu de contraintes de sol, ou finalement avec peu d'existants, et où on doit apprendre aujourd'hui à travailler à des échelles où la vie continue malgré notre intervention. Les projets se font en même temps, les décisions doivent s'adapter, le projet doit s'adapter à l'existant, à ce qui se passe, à ce qui continue à vivre. Et la ZAN, de ce point de vue-là, elle a participé à redessiner une carte de la valeur économique des sols, puisqu'elle a un petit peu inversé les choses. On avait des fonciers agricoles très peu coûteux et avec du coup une grande facilité à aménager. Et on a aujourd'hui dit à l'ensemble des acteurs économiques de la place, qu'il s'agisse d'acteurs du métier ou qu'il s'agisse d'investisseurs opportunistes, parfois de foncières étrangères, que demain, les secteurs aménagés, les secteurs de mutation seront des secteurs urbanisés. Et donc, on a effectivement aujourd'hui une tendance très haussière, très spéculative même, sur les fonciers en recyclage, ce qui est extrêmement dommage, puisque tout ça, ça va nous mettre en difficulté pour faire de beaux projets, puisqu'on va mettre encore plus d'argent dans le foncier. Ça va au-delà, à mon sens, de la concurrence traditionnelle qu'on peut connaître entre opérateurs sur un foncier. Je n'irai pas plus loin sur ce point. Et le dernier, ce sont les enjeux juridiques sur lesquels vous m'ameniez au début, pardon pour ces nombreux détours. Mais effectivement, on a aujourd'hui une boîte à outils qui existe. On a un certain nombre d'outils qui vont, d'outils très, je dirais, sonnant, un peu lourd jusqu'à la ZAC. Et puis on a des choses d'urbanisme négocié. On a différents moyens juridiques qui nous permettent aujourd'hui de piloter les projets. Je ne suis pas complètement sûre que la boîte à outils soit complète, ni même que ce qu'on attend des aménageurs, en tout cas en ce qui concerne les aménageurs, en termes de planification à long terme pour permettre le démarrage d'un projet sur le volet environnemental, mais pas que, soit possible quand on intervient en recyclage sur des sites qui sont en mutation constante. On va justement, merci beaucoup Soraya, on va justement en parler avec vous Guillaume Terraillot, ce recyclage urbain qui va monter en puissance par la force des choses évidemment, et comment, mais qui est beaucoup plus complexe et coûteux, comme le disait Soraya. C'est un peu les sujets sur lesquels travaillent les PIF. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci de nous avoir permis de nous associer à cet événement. Alors effectivement, l'établissement public foncier, on est le cousin de Grand Paris Aménagement, donc sur les questions foncières, c'est notre cœur de métier. Et je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit à Soraya, ça tombe bien, on travaille beaucoup avec GPA, donc ça évitera des problèmes pour la suite. Non, plus sérieusement, effectivement, parler du zéro artificialisation net et de cette trajectoire de sobriété foncière, vous l'avez dit, ça veut dire plus de recyclage urbain. Donc ça veut dire de travailler davantage sur un foncier d'occasion. Alors nous, du point de vue de l'opérateur foncier que nous sommes, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'au-delà du travail qu'on fait avec des aménageurs, on travaille aussi beaucoup en direct, et aujourd'hui, donc, quand on regarde ce qu'on a fait notamment sur les 2 dernières années, on a fait le constat que plus de 85% de nos interventions, en fait, donc dans le diffus, en direct, se font déjà en recyclage urbain. Alors, quels sont les grands constats qu'on tire de notre expérience ? Le premier message que je voulais faire passer, c'est que c'est faisable. Pour vous donner des ordres de grandeur, l'action de l'EPF, c'est en moyenne donc des cessions de foncier, c'est quand même notre mission, qui représente plus de 7000 logements, plus de 40% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Et là encore, vous voyez, plus de 85% de recyclage urbain, donc ça veut dire que effectivement la dynamique, et ça a été dit par Cécile, elle est déjà là, on en est un acteur, et surtout, on ne travaille pas seul, et on a des aménageurs, des promoteurs, bien sûr, qui sont déjà pleinement engagés dans cette transformation et qui savent faire. Par contre, effectivement, c'est plus cher, ça a été dit, parce que intrinsèquement, effectivement, la valeur foncière sur ce foncier d'occasion est plus importante. C'est également plus complexe. On se retrouve confronté à des enjeux de dépollution et démolition. Nous, on le vit très directement. On est un grand maître d'ouvrage. C'est aussi pour ça qu'on fait l'appel à nous, notamment sur ces sujets. Si vous allez à Saint-Germain-en-Laye, vous pourrez voir le grand projet de transformation de l'hôpital, effectivement, dont on a fait le portage foncier, et on s'occupe des joyeusetés sur la démolition des pollutions avec de l'amiante, du plomb, enfin plein de choses sympas. Et effectivement, donc là encore, facteur de renchérissement des coûts. Et aussi, un autre point qui est important, c'est la temporalité. Effectivement, la temporalité de mobilisation de ce foncier en recyclage urbain n'est pas la même, et ça suppose effectivement un enjeu fort, qui est celui de la capacité à anticiper
et à planifier. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc, plus long, plus cher. Alors ça a 3 conséquences sur les modèles économiques. La première, c'est effectivement, ça peut être difficile quand même intrinsèquement pour un certain nombre d'acteurs. Je dis que c'est faisable, mais quand on pense notamment aux bailleurs sociaux, et nous, un de nos axes forts, c'est de produire du logement abordable, on sait qu'en bout de chaîne, les recettes des bailleurs, pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, sont contraintes. Les coûts de construction, surtout pour ceux qui sont très engagés pour les enjeux de décarbonation notamment, sont contraintes. Donc à l'entrée, ça veut dire un prix de foncier qui est contraint. Et donc on a une équation qui peut être difficile pour ces acteurs. Donc un contexte économique, enfin une capacité à faire tourner les modèles économiques classiques qui est peut-être plus compliquée. Il faut aussi, dans certains cas, réinventer des modèles économiques. Je pense notamment sur tout ce qui est justement programmation d'activités économiques, où là, historiquement... Pardon, on va l'aborder après. Magnifique. Bon, alors dans ce cas-là, je ne déflore pas. Voilà. Et on va du coup passer au deuxième thème sur lequel vous vouliez intervenir, qui était aussi important. Excusez-moi, je me suis pas mis tout parce que sûr, au contraire. Sinon ça va plus fonctionner. C'était d'intégrer aussi les activités productives. Ça, c'est quelque chose. Ça fait partie de la mixité, mais c'est aussi quand même un de vos chevaux de bataille, avec Exactement. le risque qu'on sache plus où les mettre en fait. Vous voyez, je suis très impatient d'en parler parce qu'effectivement, c'est une de nos problématiques. C'est un des piliers d'ailleurs de notre stratégie. Et justement, on avait un modèle historique. C'était quand même que pour déployer des nouvelles activités économiques, on était en extension urbaine, on avait notre zone d'activité économique, on a un nouvel acteur, hop, on consommait la terre agricole en périphérie et de proche en proche, on transformait effectivement ces zones d'activité. On voit bien qu'avec le ZAN, il va falloir réinventer ce modèle et là encore, aussi aller en recyclage urbain. Ça pose des différents défis, à peu près les mêmes, un foncier plus cher, des coûts de démolition et des pollutions et une réutilisation de l'existant qui est plus compliquée. Quand je suis un industriel et que je dois me déployer sur une friche industrielle, le bâtiment n'est pas forcément totalement adapté pour le processus industriel que je veux développer. Et à cela, et là je reviens sur la temporalité, on est quand même sur des acteurs économiques où quand ils ont une stratégie, c'est à horizon 3, 5 ans parfois, et quand ils ont besoin de développer une nouvelle ligne de production, c'est à horizon 1 an. Et donc, nous, on a ce problème, là encore, de temporalité, d'être en capacité de répondre à cet enjeu. C'est toute la question des sites clés en main. Et donc, c'est une vraie difficulté de concilier ces intérêts, effectivement, de maîtrise foncière et la temporalité du privé. Merci beaucoup. Donc, José Ramos, j'imagine que cette volonté de conserver aussi l'implantation d'activités économiques, c'est important pour vous, parce que donc, vous êtes président de la FRTP Île-de-France, mais également vous avez des responsabilités en matière d'aménagement, je crois, à la CCI. Et sur quoi travaillez-vous justement sur ces thématiques-là ? Merci, en tous les cas, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est important, je ne vais pas paraphraser mon voisin, mais pour nous, entreprises, c'est aussi de pouvoir planifier. Parce que nos clients ont quelquefois des idées, mais on a du mal à les cadrer dans un calendrier et dans nos entreprises, que ce soit le développement économique proprement dit. On le disait, effectivement, on a un projet, on a un client, et le client, il nous demande un contrat dans un an et demi. On ne peut pas toujours attendre en tous les cas, la remise en conformité de ces zones dites d'activité ou d'aménagement concerté. Donc aujourd'hui, on est quand même depuis 2015 sans schéma directeur en Île-de-France. Puisque le précédent, celui-ci, le SDRIF E, est en cours d'élaboration. Donc aujourd'hui, on a déjà perdu 5, 6 ans ou 7 ans dans nos planifications. Alors certes, c'est jamais simple, mais on n'a plus de schéma d'aménagement posé en Île-de-France, puisque le schéma directeur s'est achevé en 2015. Donc aujourd'hui, on a aussi besoin, nous, dans nos entreprises, le schéma directeur, il était jusqu'en 2015. Il n'était pas jusqu'en 2021 ? Ah non, c'était 2015 le schéma directeur. Donc je me reprends. Donc à horizon 2030. En tous les cas, pour nous, on avait une difficulté, c'est de positionner un petit peu nos zones d'activité pour pouvoir organiser aussi nos différentes entreprises. Donc ça, c'est sûr. Mais pour revenir à la partie TP, aujourd'hui, on a aussi besoin, nous, d'organiser aussi nos infrastructures avec nos différents opérateurs au niveau des énergies ou des flux tels que le numérique ou la liaison numérique. Donc aujourd'hui, on voit bien que sur les zones qui vont être remodelées, on a aussi besoin de redimensionner toutes ces infrastructures. Et aujourd'hui, ça ne peut pas non plus se planifier sur 2 ou 3 ans.
On le voit ne serait-ce qu'aujourd'hui sur des activités un peu particulières, puisqu'on a redensifié certaines zones du fait des Jeux Olympiques. On voit bien qu'on a redimensionné globalement toutes les infrastructures d'énergie, que ce soit effectivement l'électricité, l'eau ou les courants faibles. Donc voilà, donc on a besoin nous aussi de nous organiser au-delà de nos entreprises d'un point de vue économique, mais aussi nous, opérateurs, pour les travaux publics, de pouvoir aussi orienter nos entreprises et de former aussi nos collaborateurs sur des métiers différents en fonction des zones. Donc la perspective du ZAN impacte aussi sensiblement vos activités dans les travaux publics? Au-delà de nous impacter, ça nous inquiète. Parce que toute normalité, aujourd'hui, fait que si on met 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, on a quand même besoin de savoir ce qu'on fait de nos collaborateurs. Aussi, on a aussi besoin d'investir d'un point de vue matériel. Et donc, effectivement, cette perturbation complémentaire perturbe forcément la planification. Une entreprise se planifie dans ses activités de 2 à 5 ans. Et c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt pour les 2 et les 5 prochaines années. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait dans 2 ans ou dans 5 ans, on a quand même beaucoup de mal à se positionner. D'autant plus la tension aujourd'hui dans l'emploi est quand même importante. Donc on ne peut pas non plus se permettre de ne pas s'organiser en tous les cas. Ok, merci beaucoup. Grégory Dutertre, donc on va aborder avec vous la question de la mixité qui n'a pas encore vraiment été développée là. Parmi donc les enjeux et les constats qu'on a pu faire pour essayer de bâtir cette ville désirable, elle est légitime selon vous, mais il convient de rendre compatible aussi tout l'aspect réglementaire. Comment vous voyez les choses ? Oui, effectivement, la mixité fonctionnelle et sociale, on l'a abordée les uns et les autres. Elle est, voire sociale, ça l'embarque dans tous les sens, effectivement. Elle est conçue aujourd'hui de manière théorique, hein, puisqu'on doit, quand on fait un écoquartier par exemple, chose qui a été un des outils inventés, on va dire, sur les 20 dernières années, qui étaient des Belzac un peu évolués hein, en réalité, on a constaté la difficulté à fabriquer économiquement la mixité. Bien que ce soit notre socle culturel européen. Nos villes européennes, elles étaient basées sur ce fonctionnement dynamique. On parlait de désirabilité tout à l'heure. Effectivement, la ville vivante, attractive, qui donne envie d'y vivre, elle a toujours été avec de l'offre jour et nuit, avec cette économie-là. Elle est aussi économe en déplacement quand on arrive à travailler, habiter, vivre et avoir ses loisirs en proximité. Donc il faut arriver, mais c'est très complexe, ça ne s'instaure pas. C'est-à-dire qu'une boulangerie, elle a besoin de son chiffre d'affaires. On rêve tous d'avoir une boulangerie en bas pour aller chercher les croissants en chaussons. Mais même un quartier de 2000 nouveaux habitants ne fait pas vivre une boulangerie. Donc c'est difficile à faire comprendre aux habitants et à faire accepter aux collectivités qui ont ce rêve de notre ville historique. Et alors justement, il faut faire... Enfin, vous disiez, quand on a préparé cette table ronde, qu'il faut faire accepter aux élus ce changement, et notamment en ce qui concerne l'étalement urbain. Alors, il y a la mixité, mais aussi, surtout dans les territoires un peu éloignés, enfin, qui sont moins denses. Effectivement, donc moi je suis la Seine-et-Marnaise de la table ronde, donc le grand truc vert que vous voyez vers l'est, où il y a quand même 507 communes et 1,4 million d'habitants. Donc on regroupe un peu toutes les caractéristiques des tissus urbains et des problématiques presque de la France. En dehors du littoral et de la montagne, on a quand même beaucoup ce ressenti. Et dans les territoires, on va dire, en dehors des 2 grandes villes nouvelles et des grandes agglomérations, où on est presque dans les mêmes logiques que les amis première couronne, deuxième couronne, on a une logique de la culture de l'urbanisation pour les élus locaux et aussi les propriétaires fonciers de « je fais de l'urbanisme quand j'ouvre à l'urbanisation ». C'est ce qu'on a fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a fondé l'économie de familles d'agriculteurs hein, qui, de génération en génération, prévoyaient il va avoir des sous grâce à ça. Hein. Donc cette révolution-là,
elle n'est pas facile à faire comprendre. Les élus locaux ont beaucoup changé en 30 ans. Hein. Il y a 30 ans, la plupart des maires étaient issus du monde agricole dans les petites communes. C'est plus le cas. C'est vraiment plus le cas. Ça peut être des maires qui sont au contraire anti-construction, anti-évolution, anti-changement, parce que ce sont beaucoup de maires élus de cette manière-là. Même dans les zones moins denses. Peut-être même plus dans les zones moins denses. Ah oui. Parce qu'en fait, alors ça s'accélère avec le post-Covid, hein, on a effectivement de nouveaux habitants qui ont alors fui, le mot est désagréable, hein, parce qu'on est très heureux dans les espaces plus denses, mais qui ont cherché autre chose. Et eux ne sont pas du tout des bâtisseurs. En 2 minutes, enfin même pas 1 minute, vous pouvez juste nous expliquer ce fameux bouclier rural, juste parce que c'est intéressant et l'implication que ça va avoir dans le cadre de la révision du SDRIFE. Tout à fait. Donc c'est une innovation du projet de SDRIFE, puisque en toute logique avec le ZAN, il est autorisé, alors le terme n'est pas génial, il est potentiellement possible d'avoir encore une extension urbaine entre 1 et 2% de ce qui est déjà urbanisé. Donc ça veut dire on a serré le frein colossalement. Hein. Rappelez-vous, dans les années 2000, on n'avait pas ces raisonnements-là, on raisonnait en droit d'hectare. Hein. Donc dans les échanges politiques hein, qui sont à l'origine du SDRIFE, il a été mesuré que pour de nombreuses petites communes, finalement, ce 2%, il représentait un tout petit machin, c'est-à-dire quelques milliers de mètres carrés. Et pour montrer aux communes rurales qu'elles ne sont pas mises de côté, hein, parce que c'est ce qui remonte à longueur de temps, même dans le grand public, hein, la mise à l'écart, il a été inventé, alors ce thème n'est pas écrit noir sur blanc, hein, c'est un terme de communication, le bouclier rural, qui consiste à dire toutes les petites communes auront au minimum droit à 1 hectare. Donc c'est 1 hectare qui est censé être une réserve foncière potentielle jusqu'en 2040. Donc ça veut dire qu'il faut que les élus en place soient économes en extension urbaine pour que ce soit utile jusqu'à 2040. Et la petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est, en gros, en Seine-et-Marne, ça va représenter 300 hectares hein, à peu près. Il y a quand même 300 communes potentiellement qui auront droit à. C'est qu'on ne saute pas dessus pour faire vite des opérations et que l'on rate cette potentielle réserve foncière. Merci beaucoup, Grégory. Alors, Monsieur Césari, vous... excusez-moi, je vous ai surpris. Non, pas du tout. Donc, vous estimez de votre côté que la mixité est une utopie. Hein, c'est ce que vous m'avez dit au téléphone cette semaine. Et que finalement, la problématique de l'aménagement urbain n'est pas économique. Donc, chambouler un petit peu tout ce qu'on vient de dire, mais c'est pas grave, allez-y, développez. Non, oui. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous accueillir ici pour ce débat très intéressant et passionnant, mais très complexe. Alors, je vais revenir sur vos propos, mais apparemment, je voudrais dire quand même en préalable 2 choses. D'abord, on raisonne ici, et c'est la logique de notre participation sur le Grand Paris, c'est-à-dire sur une zone qui est, avec la région Île-de-France, la zone la plus dense. Hein, et donc, évidemment, la région Île-de-France comprend la Seine-et-Marne, mais la densité de la région Île-de-France, c'est la métropole. 12 millions d'habitants d'un côté, 9,5 millions de l'autre. Et on voit bien que les problématiques que nous avons sur la zone dense ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut trouver avec les villes périphériques, si j'ose dire, en tout cas, comme vous venez de le décrire, madame, dans la Seine-et-Marne. Deuxième élément, c'est que la ZAN, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut faire attention aux effets de mode médiatique. La ZAN, c'est pas l'alpha et l'oméga pour la ville désirable. Bien sûr, ça en fait partie. C'est un des éléments qui deviennent un peu cruciaux désormais pour préserver la terre, préserver la perméabilité de la terre pour des tas de raisons liées aux conditions environnementales. Mais c'est pas ça qui fera la qualité de l'ensemble. Alors après, il y a la mixité dans toutes ses dimensions. Pas seulement la mixité logement, mais mixité d'usage, mixité sociétale, mixité sociale. Bref, la mixité, c'est quand même un écosystème assez large qui implique tout un tas de paramètres, le transport, le logement, le travail, la communication, l'environnement, la préservation environnementale, etc.
Pourquoi je dis que la mixité, quand on a échangé, j'ai parlé d'utopie. Je faisais un peu référence, en fait, en miroir, à la fameuse phrase de Maurice Allais. Vous savez, il faut mettre les villes à la campagne et l'air y est plus pur. Bon. Évidemment, on voit bien, comment dire, la promesse de l'idée. C'est séduisant, mais en même temps, ça ne veut rien dire. C'est de l'absurde au sens littéral du terme, et ça a été voulu comme tel. La mixité, c'est un peu ça si on en fait un projet politique. Si on le conçoit comme un outil pour développer, et comme quelque chose comme l'utopie d'ailleurs, qui est un moteur, mais si vous voulez en faire un projet, ça ne marche pas. Mais si vous en faites un moteur pour arriver à quelque chose, et dans un temps long en réalité, pas à court terme, alors ça peut marcher. Donc la mixité telle qu'on en parle aujourd'hui, pour moi, c'est du domaine de l'utopie. Et parce qu'il y a des réalités concrètes qui s'opposent à tout ce qui peut être du domaine de l'idéal. Ce n'est pas une raison pour rien faire. Mais il faut en prendre en compte les réalités concrètes. Je veux dire par là que si on prend par exemple le logement, on parlait tout à l'heure des moyens, des coûts et de toute cette dimension qui s'oppose à la réalisation immédiate. Je prends les chiffres de la ville de Paris. On a réalisé une des premières mixités, c'est celle du logement. Et de la réversibilité, qui est un des éléments de cette politique nouvelle du logement. Il y a un immeuble haussmannien dans le 9e arrondissement qui avait été transformé en immeuble de bureau. Alors vous voyez, un immeuble haussmannien transformé en bureau, c'est assez simple de le retransformer, en théorie en tout cas, en logement. Il y a beaucoup plus complexe que ce genre de situation. Cet immeuble, 6 étages, donc 6 logements, puisqu'ils ont fait un étage par logement, 95 mètres carrés. Excusez-moi, j'ai oublié évidemment de l'arrêter. Voilà. 6 étages, donc 6 logements de 95 mètres carrés. Coût de la transformation, 1 900 000 €. Coût des loyers, enfin, loyer versé, 720 € par logement. 6 fois 7, 42. Vous voyez, le revenu. Le revenu pour équilibrer cette opération, c'est 37 ans de loyer. Aucun opérateur privé ne peut s'engager dans ce genre de processus. Et donc, c'est l'opérateur public, mais avec l'argent public, c'est-à-dire avec nos impôts. Donc, il faut avoir cette idée en tête que tout ce dont nous parlons, qui est extrêmement désirable, a en face une réalité, face à l'utopie, une réalité qui est celle du coût et qui n'est pas un coût marginal. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez les uns ou les autres réagir à ce qui vient d'être dit avant qu'on passe donc plutôt à la deuxième partie de cette table ronde sur les débuts de préconisation ou Soraya ? Non, pas forcément. Maud, est-ce que tu nous fais... Si je peux rajouter juste un mot alors, du coup, alors, avant de passer à autre chose, juste pour dire, mais pour rebondir là-dessus, vous savez qu'un élu, quand il a le micro, il a du mal à lâcher. Non, juste pour dire que les élus sont globalement très sensibilisés et ils ont vraiment changé de paradigme aussi dans leur raisonnement sur la construction de la ville. Parce que je parle des maires. Les maires sont au contact de leur population, donc ils ont le poids de la population, mais ça joue dans les deux sens. La population veut un environnement plus qualitatif, mais du coup ils veulent moins de densité. Et si vous voulez moins de densité, vous avez du mal à construire en hauteur, alors que vous ne voulez pas imperméabiliser les sols. Voilà. Donc on est quand même dans un schéma très contradictoire sur les ambitions, les volontés de chacun, et des mêmes opérateurs. Les mêmes qui demandent la ZAN vous disent je ne veux pas de construction en hauteur parce que je ne veux pas de densité. Donc voilà, ça aussi fait partie du problème. Merci. Alors je vais juste, du coup, comme je suis modératrice, résumer. Merci pour tous ces éléments-là. Donc je résume ce qui s'est dit, j'espère que je ne vais pas déformer vos propos. Donc le ZAN, c'est un moyen, entre guillemets, formidable, mais pas uniquement... c'est un moyen, mais pas une fin, pardon. Elle engage une planification à long terme, je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait-là. Donc quand c'est long, ça coûte plus cher. Et pour ce faire, il y a une grande boîte à outils, j'aime bien ce terme-là, donc des outils nécessaires, et qui sont pour l'instant possibles ou qui vont se mettre en action, à savoir le permis d'innover, la flexibilité. Il va falloir qu'on adapte le prix du foncier. Quid
plus évidemment de sa valorisation. Il va falloir qu'on remette en question l'organisation des entreprises, que ce soit les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage. Il va falloir qu'on rende plus attractive et vivante, donner envie aux gens d'habiter dans ces villes. Alors, je mets une petite parenthèse, voilà, quid de la ville du quart d'heure. La ville de Paris permet, la ville du quart d'heure, quid de ces grandes agglomérations autour de Paris. On n'a pas parlé de la mobilité, je me permets, c'est quand même un élément important et fondamental, la mobilité. Donc il va falloir qu'on arrive à convaincre les maires. Les maires, je rappelle, c'est quand même les élus. Les élus, c'est quand même les gens qui votent pour ces maires-là. Donc, qu'on arrive à convaincre les maires, c'est arriver à convaincre les populations qui sont forcément désireux de vivre des villes dans des villes plus agréables et en même temps d'être loin du bazar, pour parler vulgairement. Il va falloir qu'on arrive à engendrer la mixité sociale. Et là, je résume ce que vous avez dit, qui était assez intéressant sur, évidemment, cette contrainte de comment arriver à créer une ville mixte. Eh bien, c'est d'arriver à le faire dans le long terme. Et donc, on arrive à cette conclusion du financement. Comment on finance tout ça? Voilà, je me permets, c'est un peu la phrase. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, on a beau vouloir tous créer cette ville du futur, mais il y a un modèle qu'il va falloir qu'on réinvente, c'est comment on va financer tout ça et qui finance tout ça. Voilà, c'est exactement, merci Maud. C'est exactement donc l'un des deux thèmes qu'on a choisi ensemble comme thème de travail, c'est-à-dire comment trouver, quel modèle économique pour refaire la ville sur la ville. Et le deuxième thème, c'est comment adapter les documents d'urbanisme au nouveau paradigme créé par le ZAN. Donc pour la question du modèle économique, on va commencer avec vous. On va refaire un tour de table assez rapide pour éventuellement laisser la place à quelques échanges avec la salle si vous en êtes d'accord. Guillaume Terraillot, donc il y a déjà vous avez déjà des outils qui existent pour justement arriver à financer les opérations. Est-ce qu'il y en a qui pourraient être utilisés justement en matière de recyclage sur toutes les thématiques qu'on a abordées? Alors effectivement, nous, comme on est un des acteurs de ce recyclage, c'est plus compliqué. Donc quand c'est plus compliqué, il faut être plus innovant. Donc le premier point, c'est notamment pour favoriser la production de logements sociaux. Un des leviers qu'on a à notre disposition, alors c'est de l'argent public, c'est notamment la capacité d'utiliser le fonds SRU, le fonds qui est prélevé sur les communes déficitaires en logements sociaux, déficitaires et carencés. Donc on le réinjecte pour diminuer la charge foncière, le prix payé sur nos interventions par les bailleurs sociaux, pour justement recréer les conditions des équilibres. Ça, pour nous, c'est un premier levier. Après, effectivement, ça sous-tend une intervention publique, des subventions publiques pour aller là-dessus. Un autre aspect qui n'est pas forcément de la subvention, c'est qu'on travaille généralement à une échelle qui est celle des communes, où on porte différents fonciers, donc plusieurs opérations. Certaines s'équilibrent mieux que d'autres, pour tout un tas. Exactement, on a cette logique de péréquation. Et donc ça, c'est très fort dans notre modèle, et ça, c'est typiquement une approche qui pourrait être généralisée, et d'ailleurs qu'on retrouve dans l'aménagement. Hein, ça, et on porte déjà des choses avec GPA qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est vraiment pour le côté urbain. Sur le volet des activités productives, où on a une difficulté qui est un peu différente, qui est celle d'avoir notamment, dès qu'on touche à l'industrie, c'est des recettes, des cash flows qui sont relativement peu importants et sur une période longue. Donc ça milite à essayer de lisser en fait le paiement du foncier sur des périodes longues. Et là encore, ça se heurte effectivement à une logique, j'achète mon foncier là, tout de suite, maintenant. C'est pour ça qu'on a des outils déjà, effectivement, et sur lesquels on travaille, là encore, désolé, avec Grand Paris Aménagement, comme le bail à construction, qui permettent justement de dissocier foncier et bâti, pour permettre de rentrer dans cette logique de lissage, et donc de rentrer dans le modèle économique des industries. Donc ça, c'est réinventer un autre modèle, et là, une autre réflexion qu'on a, beaucoup plus innovante et beaucoup plus fondamentale, je dirais, c'est d'essayer de donner une valeur aux espaces de nature dans nos projets. Puisqu'on l'a dit, effectivement, recréer des espaces verts de proximité, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est dans nos modèles économiques, ça ne rentre pas véritablement en compte, ce n'est pas pris en compte en tant que tel, sinon par rapport aux contraintes d'urbanisme qui sont liées à ces espaces. Et donc, on se dit, là encore, que quitte à changer le modèle économique de nos opérations pour le recyclage urbain, essayons de réfléchir à donner une valeur économique à ces espaces pour que, en plus de notre charge foncière classique, on ait cette charge foncière verte qui vienne effectivement
dûment permettre de développer ces nouveaux usages, ces nouveaux espaces verts de proximité. Merci beaucoup. Soraya, peut-être compléter au niveau de Grand Paris Aménagement, ce qui est en cours, ou vers quoi vous souhaitez aller? Oui, alors c'est pas évident parce que, sur le plan de la réglementation, si je commence par ce sujet sur lequel je me suis arrêtée tout à l'heure, parfois je me dis qu'il vaut mieux un texte mal fichu qu'un texte dont on ne sait pas ce qu'il fait. Donc j'ai toujours une hésitation à faire des préconisations d'évolution réglementaire ou législative. On ne sait jamais trop où ça nous mène, pardon Arion, mais malgré tout, sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, on doit en parallèle du déploiement de la ZAN faciliter la réalisation des projets en recyclage, y compris du point de vue réglementaire et notamment du point de vue de la réglementation environnementale. Je donne un exemple dans une ville que je ne citerai pas, où nous travaillons à un projet d'aménagement en zone totalement urbanisée. Il y a vraiment absolument... c'est une plancha, le site, voilà, donc totalement urbanisé. Et nous travaillons également avec un opérateur qui va amener une ligne de transport. Aujourd'hui, on est dans une situation où nos projets ont le même calendrier. Pour autant, on a travaillé chacun de notre côté. Normalement, on fait une étude d'impact cumulée, donc on reprend 18 mois pour reprendre nos études, pour se mettre d'accord. Sa ligne, elle traverse 2 départements. Elle a des impacts bien plus importants. Notre projet, il fait une quinzaine d'hectares. Mais ce qu'on va faire, c'est que l'un de nous va attendre l'autre. Donc l'un va commencer, puis l'autre va attendre 18 mois qu'on soit autorisé pour pouvoir avancer son projet. Et donc, on essaie de limiter l'impact, mais c'est la solution la plus simple et la moins consommatrice de temps qu'on ait trouvée aujourd'hui pour faire nos 2 projets conjointement. Ce qui est quand même une aberration. Et donc, il y a, à mon sens, du point de vue de la réglementation environnementale, à remettre aussi les autorités environnementales en responsabilité de décider, c'est-à-dire d'avoir un regard pas uniquement réglementaire ou législatif, mais d'avoir la responsabilité de mesurer l'intérêt de ce projet et donc à ce titre de prendre des décisions adaptées au contexte. À nouveau, je pense que c'est le plus important. Sur le plan financier, le vrai risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout repose sur de la subvention publique et donc qu'on arrive à faire quelques projets exemplaires, mais qu'on n'arrive pas à massifier. Et ça, il faut qu'on arrive à sortir de ce modèle où c'est la subvention publique qui nous permettra de faire uniquement des projets. Notre intervention, elle est basée là-dessus. On est un établissement public d'aménagement, donc on cherche à équilibrer nos comptes. On peut prendre des pertes sur un dossier et avoir des recettes sur l'autre. C'est pareil pour les PFIF, qui a des recettes aussi qui lui permettent de financer ses projets. C'est pas vrai pour l'essentiel des acteurs économiques privés qui vont intervenir sur les sites. Donc on a besoin de trouver des solutions qui soient moins consommatrices de cash. On a peut-être une, c'est de renverser toute la fiscalité. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne voudrais surtout pas dire de grosses bêtises, mais sur le plan du principe, je pense qu'on ne peut pas aller vers ces révolutions-là, celles qu'on vient d'évoquer sur le plan de la construction de la ville, sans avoir une révolution fiscale. Parce qu'en réalité, on le voit bien, et c'est sous-tendu par ce qui a été dit par les uns par les autres avec l'argent public. S'il n'y a pas, de la part de l'État, un effort sur ce thème, on n'y arrivera pas. Premier élément, il faut de l'argent public, parce que le privé, évidemment, il a un problème de rentabilité. On n'est pas tout à fait dans le même schéma. Deuxièmement, les maires ne peuvent s'engager dans un certain nombre d'actions que si, là aussi, fiscalement, ils s'y retrouvent. Parce qu'ils ont le problème de l'impôt pour le citoyen. En plus, les villes viennent de perdre la taxe d'habitation, compensée, soi-disant, mais vous savez bien comment... Voilà, la dynamique, oui. Enfin, au fur et à mesure, on perd tout. Voilà. Donc, conclusion des choses, il faut qu'on invente une nouvelle fiscalité. Alors, de mon point de vue, il y a 2 éléments de réflexion importants. Le premier, c'est qu'il faut qu'on arrête... ce côté un peu jacobin consiste à penser qu'il faut que tous les territoires vivent de la même manière, avec la même règle. Voilà, je pense qu'on n'est pas... il y a une telle diversité. Bien sûr, il faut une norme générale, mais derrière, il faut des capacités à être agiles pour s'adapter aux réalités qui sont celles d'un certain terrain. Et, excusez-moi de le dire comme ça, mais on ne peut pas piloter et gouverner, au sens, là aussi, politique du terme, la région capitale de la France. La métropole de Paris, elle a au son sein la capitale qui est à la fois la capitale administrative et économique du pays. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Comment on gère la capitale régionale qu'est Marseille ou Lyon.
Voilà, on n'est pas du tout dans le même schéma. Et donc, il faut avoir une certaine agilité. Il faut que, du point de vue de la loi, les choses évoluent. Deuxième élément, c'est que la fiscalité, elle doit aussi être pas seulement coercitive, elle doit être aussi incitative. Et je prends un exemple assez simple. Si vous voulez des espaces verts, l'espace vert, on parle de valoriser. Oui, mais il faut valoriser. Alors faisons-le avec la fiscalité. Parce qu'un maire ne peut construire, si j'ose dire, en tout cas élaborer un espace vert, que si il s'y retrouve. Je prends un exemple assez parlant. Il y a quelques années de ça, je finis là-dessus rapidement. Merci, c'est gentil. Il y a quelques années de ça, à Rouen, il a fallu détruire le palais des Congrès. Il y a une partie des élus qui disaient chouette, profitons-en, faisons un parc. Détruire le palais des Congrès, c'est 30 millions d'euros. Vous avez un parc, sans compter les aménagements, à plus de 30 millions d'euros. Vous le financez comment? Vous ne pouvez pas. Donc s'il n'y a pas une fiscalité de l'État qui dit au maire, si vous faites des espaces verts, moi je vous retire une taxe, une ponction quelconque, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose à imaginer de ce point-là, sinon on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Monsieur Ramos, revoir la fiscalité, ça vous inspire quoi? Alors, moi, ce qui m'inspire, c'est que, pareil tout à l'heure, effectivement, de 2015, c'est 2013. 2013, et puis je me suis permis de regarder, donc 2013, 2019, il y a eu les Jeux Olympiques. Systématiquement, on change des dates et on y rajoute des normes. Et moi, ça m'inquiète toujours, parce que ce qui est quand même important, surtout en Ile-de-France, on va avoir besoin d'accueillir de nouvelles populations à moindre coût. Et globalement, on continue à avoir des surcoûts dus à la pollution, à la renaturation, éventuellement, effectivement, à l'amortissement d'espaces publics végétalisés qui ont un coût, qui ont une charge, foncière sur les projets. Et on continue, effectivement, entre les opérateurs privés et les opérateurs publics. Est-ce que c'est mieux d'avoir une fiscalité publique ou, en tous les cas, avoir un opérateur privé qui, lui, a besoin d'amortir son projet avec une certaine rentabilité, sur une certaine durée? Et aujourd'hui, l'investissement sur la durée d'une collectivité, c'est 10-15 ans. Mais aujourd'hui, cette rentabilité sur la fiscalité ou ce surcoût doit-il être amorti sur 30 ou 35 ans pour permettre à ce que ces projets soient portés pour partie avec une mixité financière, publique, privée, parce que le foncier aujourd'hui, en Ile-de-France, surtout sur la zone dense, est hors de prix. On n'est plus à des 5, 10, 15 ou 25 euros du mètre carré. On est plutôt à 100, voire plus, largement, et hormis les surcoûts. Donc aujourd'hui, effectivement, est-ce que c'est une fiscalité ou est-ce que c'est un mode d'amortissement des surcoûts aux collectivités? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut à un moment donné, sinon... De 5 années en 5 années, on modifie nos plannings et puis finalement on n'arrive pas à nos objectifs et on a du mal à retracer en tous les cas nos bases. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est nécessaire certainement de réfléchir à la fiscalité, qui doit payer ces surcoûts, parce que le foncier, on peut toujours le transmettre à celui qui va acheter ou qui va se loger. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin, je crois que c'est madame qui le disait, on a besoin de réduire la taille des appartements ou en tous les cas des logements, parce qu'on a moins la capacité à acheter ou à louer. On constate. C'est un constat, mais c'est peut-être un besoin. Voilà. En tous les cas, je vois pas effectivement pour le même prix augmenter la surface. Je suis pas persuadé qu'on y arrive aujourd'hui à les revendre ou à les louer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique de financement de ce surcoût des fonciers. Et c'est vrai que qui doit le porter, sur quelle durée? La question est posée. En revanche, il y a un besoin d'expertise, Grégory. Notamment, et d'ingénierie, notamment dans les territoires qui en sont un peu dépourvus désormais, mais un peu partout aussi, parce qu'avec le changement de paradigme, il va falloir que tout le monde se forme. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est que l'évolution des pratiques professionnelles, elle s'est engagée, on va dire, entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Les équipes sont plus pluridisciplinaires, sont plus armées, et donc plus coûteuse, on revient toujours à la même question, mais ce n'est pas égal du tout sur tout le territoire. On a besoin d'une sorte, alors je ne sais pas si la formule peut être bonne, mais de bouclier d'ingénierie, c'est-à-dire un minimum quelque part pour aider les territoires moins capés à tenir cet objectif, parce que l'objectif global de limitation de nos impacts négatifs, de nos modes de vie, les gaz à effet de serre,
ils sont d'intérêt commun. L'économie des ressources, elle vient par le fait d'utiliser tout ce qui existe. Vous vous rappelez que tout le bâti existant, c'est 95% de ce dans quoi nous vivons en France. Donc c'est là où il faut mettre la priorité. Et cette gestion-là, elle n'est pas encore efficace. Donc on a besoin, et surtout d'avoir une ingénierie pérenne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous connaissez les uns et les autres l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, a la capacité à offrir de l'ingénierie ponctuelle aux collectivités. C'est-à-dire, j'arrive, on fait des interventions flash, maintenant ça c'est le terme, pour dire ça va vite et c'est pas trop cher, mais c'est pertinent à fond, d'accord, mais ça s'en va. C'est-à-dire que la collectivité se retrouve avec une analyse et des propositions intelligentes, mais super dures à mettre en œuvre. L'autre sujet sur l'ingénierie, si vous voulez bien, c'est l'évolution des documents d'urbanisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, les uns et les autres, vous êtes tous des producteurs du territoire urbain, au sens noble. Cela étant, les bâtisseurs de documents d'urbanisme ne le sont pas. Donc les documents d'urbanisme aujourd'hui sont sous-payés. Ça, il faut porter ce constat-là. Ils sont sous-payés parce que leurs maîtres d'ouvrage, que sont les collectivités, n'en ont pas l'expérience et n'en ont à peine l'usage. Donc il y a aussi à se réinvestir pour qu'il y ait des capacités opérationnelles dans les documents d'urbanisme. On en est à des années-lumière. Ok, merci beaucoup. Marion Delègue, vous allez quelque part conclure cette table ronde, mais on voulait aussi aborder le thème le constat que chacun travaillait en silo et que c'était compliqué en fait d'avoir des... je reprends mes notes, mais... d'arriver à travailler, d'avoir une vision globale, parce que cette organisation crée une mixité d'acteurs. Comment on peut trouver des méthodes justement pour simplifier, faire des passerelles entre les différents, que ce soit l'autorité environnementale, le code de l'urbanisme, toutes ces structures. Merci pour la question. 3 minutes. D'autant que je voulais préciser à Soraya que moi, en tant qu'avocat, j'interprète ou j'accompagne, mais je ne fais pas la loi, évidemment, donc je ne suis pas responsable. Je dénie toute responsabilité. En attendant, pour faire la synthèse, en fait, je reste assez légitimiste, pardon, mais il me semble que ça revient aux acteurs publics, en fait, c'est à la puissance publique de faire la synthèse entre les différents intérêts en présence et voilà, et ce qui fait aujourd'hui l'intérêt public, qui peut prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un changement de paradigme qu'il faut prendre en compte. On est face à des objectifs environnementaux. En même temps, moi, j'ai été frappée de voir que dans la dernière loi qui mobilise le développement des systèmes d'énergie renouvelable, c'est au détriment des règles environnementales. Bon, c'est un choix sur un moment donné, mais on se dit, bon, voilà, quels sont les effets pervers à long terme de tels choix? En tout cas, ça représente à un moment donné un essai de synthèse d'une action publique à un moment donné. Voilà. Donc, sur le plan réglementaire, il y a deux échelles. Il y a une échelle un peu macro, effectivement, des documents de planification d'urbanisme, environnemental, etc. On est en plein dedans, avec le SDRIF ou le PLU de la ville de Paris. On peut toujours souhaiter plus de souplesse, plus d'adaptabilité, plus de rapidité. Et en même temps, voilà, ce sont des documents qui, justement, sont censés faire la synthèse entre plusieurs intérêts, plusieurs objectifs. Et voilà, je pense que force doit rester donc à l'action publique pour cela, d'un point de vue macro. Et d'un point de vue... Alors du coup, je pense que l'avenir, peut-être à court terme, c'est à un niveau plus territorial, à l'échelle des communes. Et peut-être qu'il faut engager une réflexion sur l'urbanisme local. Quelle réflexion sur notamment l'usage des sols? Est-ce qu'on doit rester sur une planification très figée sur les zones à urbaniser, les zones d'activité hôtelière, les zones d'activité commerciale, les zones de logement, ou est-ce qu'on ne doit pas commencer effectivement à réfléchir à cette réversibilité planifiée des sols? C'est un petit peu mon dada. Mais voilà, je pense qu'on peut commencer à réfléchir sur ces
ces questions pour favoriser le recyclage, favoriser la réversibilité à l'échelle micro peut-être. Oui, ça, avoir plus de souplesse quand même de manière globale. Merci infiniment. Donc est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire à nos invités ? Bonjour, Jordi Delépine, délégué général de la Seine en partage. Je voudrais rebondir parce que je vois, et c'est très plaisant, beaucoup d'idéalisme, d'utopie, mais aussi de pragmatisme. Et ça, c'est important, enfin, c'est même primordial. Mais vous avez parlé de la pluridisciplinarité, exercice compliqué, qui est effectivement primordial et qui provoque un surcoût. Et juste après, vous avez parlé du travail en silo. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde devient pluridisciplinaire, mais c'est un peu provoquant, mais sans travailler ensemble? Et est-ce que cette pluridisciplinarité ne pourrait pas plutôt se faire avec plus de travail en commun, à des moments bien précis entre les différents intervenants publics ou privés sur les projets? Merci. Voilà, vous nous tendez une perche de rêve. C'était effectivement un des échanges au moment de notre préparation qui était de dire on a besoin de lieux qui sont des lieux de travail en commun de manière prospective entre opérateurs privés et opérateurs publics. Parce que en fait, le silo, il est quand même là, mais c'est pareil dans tous les secteurs professionnels où il faut engager la transformation environnementale. On a créé des silos par efficacité, point. Ça a permis d'aboutir à quelque chose. Il existe dans les départements, je ne sais pas si vous connaissez ces outils-là, les CDTE, c'est les communautés départementales de la transition énergétique. C'est une petite cible, mais elle permet à tous les acteurs publics et privés au moins de se connaître, de se rencontrer en dehors d'analyses de projets qui nécessitent une autorisation. Parce qu'en fait, bien souvent, il y a échange sur les projets. Un porteur de projet, il va toujours voir le maire, il présente toujours son projet en amont. Cela étant, il est dans une relation qui est une relation d'autorité. Et pour bâtir ensemble des projets Alors l'utopie, oui, mais comme le disait M. Césari, si on n'en a pas, on crève tous tout de suite et l'urgence climatique nous tombe sur la tête. Donc il nous faut ces envies-là, mais il nous faut aussi de nouveaux lieux de partage d'ambition, mais de partage en regardant les trucs dans les yeux, quoi. On parle de sous et de faisabilité. Juste une seconde, parce que Guillaume, vous n'étiez pas d'accord, vous, pour créer une autre encore Guillaume ne voulait pas une commission de plus. Juste une seconde. Oui, effectivement. À mon niveau, je pense qu'on a déjà des outils. Enfin, là, je suis très attaché à cette question de temporalité, vous l'avez compris. Et on a déjà, en fait, une tradition du partage du travail. Et je prends juste un exemple sur les grands projets qui sont les plus complexes, à la fois en termes de gouvernance, en termes de financement. On a des outils qui ont été mis en place. Je pense notamment aux projets partenariaux d'aménagement qui sont portés depuis la loi Elan et qui créent un cadre pour le partage, pour ces échanges et aussi ce partage des expertises. Si je prends la question foncière à l'EPF Île-de-France, c'est notre métier, c'est notre expertise, on voit plein de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent que tous les acteurs essayent de pousser leur connaissance des sujets fonciers aussi loin que ce que nous pouvons apporter. Donc là encore, je pense que la logique partenariale, elle est souhaitable. Après, attention à ce que, effectivement, si nouvelle commission il y a, peut être interrogée parce qu'il y a déjà des choses qui existent. Je pense aux commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPNAF, avec CDCEA pour ceux qui les connaissent. Enfin, on a quand même déjà de la comitologie. Donc le but, c'est pas de rajouter de la lourdeur sur de la lourdeur. Il faut être aussi pragmatique et dans la temporalité de l'action. Merci. Oui, je voulais juste rajouter, je vais un peu dans le même sens, je vais faire une espèce de synthèse. Les habitudes ont la vie dure, donc les silos, ça continue à exister parce que ça a été l'élément constitutif, mais les nouvelles pratiques sont là, elles sont déjà là sur la manière de travailler en commun. Simplement, je pense qu'il y a un point fondamental si on veut avancer dans ce sujet, qui est d'arriver à un stade où le maire est vu non plus comme l'acteur réglementaire d'une ville, d'un lieu, d'un espace, mais comme un acteur de la politique d'urbanisme, et pas seulement de la délivrance du permis de construire. Alors évidemment, c'est culturel chez l'élu lui-même, il faut que
les nouveaux élus aient cette nouvelle dimension. Et en même temps, il faut que la loi accompagne, il faut qu'on soit soutenu pour qu'il y ait cette nouvelle transversalité du rôle du maire pour faire de la ville et pas seulement pour faire du logement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou commentaire? N'hésitez pas. Merci. Donc Olivier Garrigue, FRT Pile de France. J'ai une question, on n'a pas beaucoup abordé dans la ville désirable la place des outils de mobilité ou de l'énergie ou de l'eau. Alors l'eau, c'est peut-être parce qu'après il y a une table ronde sur le sujet. Je serais intéressé par avoir votre vision un petit peu de comment vous intégrez ça dans cette ville désirable. Avant qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre, je saisis la balle au bon tout de suite, elle était occupée. Non, juste, dans les échanges que nous avons eus, j'ai eu cette réflexion sur le transport, et je disais, il y a un élément, par exemple, on est très en retard en réalité. La Société du Grand Paris, très bien, tout le monde s'en réjouit, mais ça a des années de retard, non seulement celle qu'elle a prise sur le chantier lui-même, mais ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Je prends l'exemple de la ville d'Aulnay. Quelqu'un qui est à Aulnay, qui veut aujourd'hui aller travailler dans le quartier d'affaires de la Défense, il met, les jours où il fait beau, 1h15, sinon il va mettre 2 heures. Enfin bon, vous connaissez tous ces problèmes. Si dans le transport public, rupture de charge, enfin, bref, voiture, j'en parle même pas. Il met autant de temps que quelqu'un qui habite Rouen et qui vient travailler à la Défense avec sa voiture. Voilà. Donc c'est dire à quel point Aulnay, qui est très près, est finalement très éloigné d'un lieu de travail. Le transport, demain, avec la ligne de la SGP, ils seront à 20 minutes. Ça veut dire que la population d'Aulnay peut aller chercher du travail dans le premier quartier d'affaires d'Europe. C'est un changement considérable pour la vie, etc. Et donc, effectivement, je pense que tout ce qui est moyen à la fois de transport, de mobilité et de communication, c'est capital à prendre en compte dans l'évolution de la ville. Si je peux me permettre, oui, simplement, effectivement, pour compléter ce que vient de dire Eric, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se projeter sur une certaine durée, même si je le disais différemment tout à l'heure, parce que les travaux du Grand Paris se sont décidés par une loi, et on a imposé, globalement, à quelques modifications près, des tracés, et on a imposé à ce que les zones, avec de la concertation pour les gares, mais en tous les cas, on a imposé par un projet de loi, comme on a pu le faire dans les années 60, quand on a parlé de villes nouvelles. Aujourd'hui, il faut effectivement absolument se baser sur un texte de loi ou en tous les cas un modèle qui puisse être validé par tout le monde, mais ne pas systématiquement bouger d'une année sur l'autre au gré des idées, des évolutions législatives, parce que sinon, on met des projets qui mettent 8 à 10 ans. Et je trouve que c'est quand même insupportable en France de voir des projets où les gens travaillent pendant des années et finalement font 2 équipes municipales. Finalement, le projet convient plus ou convient mal. Et on passe notre temps à voir des projets qui pourraient sortir de terre, qui sortent plus, puis qui se sont remodifiés, qui ont des surcoûts finalement qui ne se font plus. Sujet essonien actuellement dans le sud Essonne où je crois que le projet, ça doit faire 15 ans qu'on en parle. Alors, l'EPIF est intervenu, heureusement, sinon on serait encore plus en retard. Donc je trouve quand même qu'aujourd'hui, on a cette problématique, c'est que les projets durent trop longtemps parce qu'au gré du décalage du calendrier, finalement, on a des infrastructures qui bougent. Donc il est important de qualifier les besoins zone par zone pour pouvoir mobiliser les infrastructures. Je suis désolée, monsieur. Très rapidement, Marion, et on va devoir... libérer la salle. Je voulais juste donner un petit éclairage, un petit peu un pas de côté. Comme vous le savez, le gouvernement avait demandé donc à plusieurs professionnels de réfléchir sur les feuilles de route par secteur de décarbonation. Et c'est vrai que dans les études qui ont été faites sur la décarbonation de la filière aménagement, qui ont été restituées il n'y a pas longtemps, ce qu'on constatait, c'est que le poids du transport, notamment, était un poids très important et très majoritaire de la carbonation, enfin de l'impact carbone de la filière aménagement. Et donc en fait, c'est peut-être aussi le moyen de réfléchir d'une autre façon, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut des transports pour amener les gens, mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir à un aménagement où il y a moins besoin de transport, en fait. Voilà. Évidemment. Merci infiniment.